Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par les faits divers. Une attaque à main armée s'est produite hier à Boutchazak, dans la commune d'Alassour. Des commerçants grossistes ont été pris pour cible par des malfaiteurs. De l'argent, des téléphones portables ainsi que des cartes de recharge téléphonique ont été emportés par les assaillants. Aucune perte en vie humaine ni aucun blessé n'ont toutefois été enregistrés. Hier, aux environs de 18h15, un groupe d'environ 6 individus, non cagoulés et se déplaçant à pied, a fait irruption dans ce commerce. Selon le témoignage du propriétaire, les assaillants ont immédiatement ouvert le feu dès leur entrée. Il s'agit de la deuxième attaque dont ces commerçants sont victimes. La première remonte à 2 ans. Lors de l'agression survenue hier soir, les malfaiteurs sont repartis avec de l'argent, des téléphones portables, des cartes de recharge téléphonique. Aucun blessé, aucun dégât matériel important, ni aucune perte en vie humaine ne sont à déplorer. Après le braquage, les assaillants ont pris la fuite en direction de Maatsinzu. Les forces de l'ordre se sont rendues sur les lieux après les faits et ont immédiatement lancé une opération de poursuite. Une enquête est également en cours. Et face à la recrudescence de l'insécurité, les comités de vigilance ont été réactivés dans les Fouktan de la commune d'Alassour. Selon le maire, un système de laissez-passer appelé Karamang est également utilisé pour les habitants contraints de circuler pendant la nuit. Par ailleurs, l'organisation de fêtes ou de rassemblements en plein air reste interdite sur l'ensemble de la commune. Toujours un reportage signé Radraman Zatouf et Nzara Ranjeansu. Depuis maintenant 3 semaines, les comités de vigilance ont été remis en activité dans les 20 Fouktan de la commune d'Alassour afin de faire face aux problèmes d'insécurité. Parmi les mesures adoptées figure également l'obligation, pour les personnes venant s'installer durablement dans la commune, de se faire enregistrer auprès du Fouktan. Quant aux habitants qui doivent impérativement circuler la nuit, ils sont tenus d'utiliser le Karamang, un laissez-passer permettant de les identifier comme étant effectivement des résidents d'Alassour. Face à la multiplication récente des vols et des homicides, les rassemblements publics en plein air sont interdits dans toute la commune. Selon les explications du maire, la commune collabore également avec les communes voisines afin de renforcer les actions en faveur du maintien de la sécurité. Et un homme qui faisait l'objet de recherches depuis vendredi soir a été retrouvé mort ce matin dans une fosse d'eau à Menagis, dans le district de Sambave. Selon sa famille, il avait quitté son domicile vers 21h pour acheter des cigarettes avant de disparaître sans laisser de traces. Grâce aux recherches menées par les villageois, la famille et la gendarmerie nationale dans divers endroits, ainsi que la diffusion d'avis sur les réseaux sociaux, l'homme a finalement été retrouvé, mais sans vie. Le corps a été découvert par une personne utilisant la fosse d'eau située près de la carrière de Menagis. La cause du décès reste inconnue à ce stade. Les autorités de Sambave ont ouvert une enquête. Et poursuivant avec les actualités sociales, les prix du riz augmentent chaque semaine sur le marché d'Anousbé depuis une quinzaine de jours. Ceux du riz importé enregistrent des hausses pouvant atteindre 13% par sac, tandis que ceux des riz locaux ont connu une augmentation plus modérée de 0,88%. Détails sur les images de Yves Chanel. Sur le marché d'Anousbé, le prix du riz importé Baréa est désormais de 130 000 ariars le sac. Cette augmentation s'est opérée progressivement, semaine après semaine, allant de 115 000 ariars à 125 000 ariars. Ce nouveau tarif de 130 000 ariars est appliqué aujourd'hui, explique le vendeur. Ce commerçant importe environ 20 sacs de riz par semaine. Lorsque les ventes sont faibles, les approvisionnements se font seulement une fois tous les 15 jours. Les prix des riz locaux ont également connu une hausse. Selon cet autre vendeur, cette hausse est de 20 ariars par kilo. Voici actuellement les prix pratiqués sur le marché d'Anousbé. Macolique, de 114 000 ariars à 115 000 ariars le sac, soit 2 280 ariars à 2 300 ariars le kilo. Semences, de 96 000 ariars à 98 000 ariars le sac, soit 1920 ariars à 1960 ariars le kilo.
Manala-Lund de 120 000 arrières à 122 000 arrières le sac, soit 2400 arrières à 2440 arrières le kilo. Concernant les importés, Barea de 129 000 arrières à 139 000 arrières le sac, Partenaire 125 000 arrières le sac, Amitié 123 000 arrières le sac, Inde 112 000 arrières le sac. Et comme on l'a vu dans le précédent reportage, le prix du riz importé a augmenté. En effet, la loi de finances rectificative pour 2026 a prévu une hausse de 25% de la fiscalité sur ce riz, incluant un droit de douane de 20% et une TVA de 5%. Il convient de noter que Madagascar continue d'importer 800 000 tonnes de riz par an. Dans un tout autre sujet, les travaux de commission chargés du dossier Jirama se poursuivent. Selon une déclaration faite ce jour par son président, les membres effectueront des visites sur le terrain. Le président a également souligné la nécessité de mener à bien les projets Vouloubé et Saoufk afin de résoudre les problèmes récurrents auxquels la Jirama est confrontée. Et les épreuves du baccalauréat de l'enseignement technique se poursuivent cette semaine, alors que celles de l'enseignement général se sont achevées la semaine dernière. Les règles applicables aux candidats demeurent toutefois inchangées, selon le chef du centre d'examen du lycée moderne Ampeflou. Le centre d'examen du lycée moderne Ampeflou accueille 1479 candidats au baccalauréat technique. Ils sont répartis dans 63 salles d'examen avec environ 23 à 24 candidats par salle. Au cours de cette deuxième semaine, les candidats composent dans les matières techniques. Le nombre d'épreuves varie toutefois en fonction de la filière de chaque candidat. Les candidats expliquent qu'ils se préparent depuis longtemps à cette deuxième semaine d'examen, les matières concernées étant considérées comme les principales disciplines de leur formation. À ce jour, 20 candidats ne se sont pas présentés aux épreuves au centre d'examen du lycée moderne Ampeflou. Côté sport, la Ligue de cyclisme d'Analamangue est actuellement en pleine préparation des prochains championnats de Madagascar de cyclisme. C'est dans ce contexte que s'est tenue dimanche dernier la 5e édition de la course Rudrudniariv, ouverte aux cyclistes de toute l'île. L'épreuve a eu lieu sur la rocade d'Ambuchmanzak. Narsurazaka 100 et Michel Rakoutsan. Au total, 95 cyclistes ont pris part à la 5e édition du Rudrudniariv, organisée dimanche dernier par la Ligue de cyclisme d'Analamangue sur la rocade d'Ambuchmanzak. Cette compétition permet d'évaluer le niveau de chaque coureur. Des représentants des régions ont également participé à cette épreuve. La course, longue de 120 km, s'inscrit dans le cadre de la préparation au championnat national. Durant la compétition, Ravotabi a une fois de plus confirmé son statut de coureur professionnel. Toutefois, au classement final, c'est Sandanienne Rangiamaarch qui s'est imposé dans la catégorie élite, suivi de Herman Rakutnirin, 2e, et d'Eric Taïn Rakutnjazanen, 3e. Et l'équipe militaire et celle de la commune se retrouveront en finale du championnat de Madagascar de rugby. La COSFA a battu le FTM Manzakaray par 30 à 28, tandis que l'USCAR a vaincu la CEA Anjan Manal par 37 à 35. Narsura Zakassan et Michel Rakoutsan. Le stade Maki d'Andoutapenak a fait le plein hier, à l'occasion des demi-finales du championnat de Madagascar de rugby top 12. Le COSFA et le FTM ont tous deux confirmé leur statut de prétendant au titre du top 12 en remportant leurs rencontres respectives. Le premier match opposait le FTM en bleu sur la photo au COSFA en vert, une affiche qui rappelait la finale de la saison précédente. Toutefois, le FTM n'est pas survenu à prendre le dessus sur le COSFA, s'inclinant finalement sur le score de 30 à 28. La rencontre suivante a vu s'affronter l'USCAR et le CEA. Si les deux équipes arborent habituellement les couleurs bleu et jaune, le CEA a joué cette fois en jaune et bleu, tandis que l'USCAR portait une tenue blanche. Le match a pris une tournure inattendue. L'USCAR menait 17 à 7 à la mi-temps. Le CEA a tenté de réduire l'écart en seconde période, mais a fini par échouer, s'inclinant par 37 à 35.
Et dans les actualités internationales, quelques 220 000 personnes ont par exemple été évacuées depuis mercredi 22 juillet à cause de l'incendie qui a embrasé les pourtours du très touristique bassin d'Arcachon. Les précisions de France 24. Annonce cette nouvelle vague de chaleur à partir de demain avec des maximales jusqu'à 40 degrés, des vents un peu moins forts certes, mais plus sec. Le feu n'étant pas fixé, aucun retour des évacués n'est envisageable à ce stade, a prévenu hier la préfète de Gironde. Elle incite évidemment les touristes à ne surtout pas rejoindre la région. Je rappelle que plus de 220 000 personnes ont été contraintes d'évacuer depuis le début de cette crise. Olivier Fessol est pour nous au parc des expositions à Bordeaux, ce site qui accueille évidemment les sinistrés. Je vous propose de l'écouter. Alors difficile de savoir combien de déplacés sont réunis ici, mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont des milliers. Il n'y a pas eu de nouvelles arrivées depuis la nuit de vendredi à samedi et les dernières évacuations massives. Mais certains ici viennent de passer leur 5e nuit sur place. Un certain nombre de lits de camp se sont déjà vidés. Plus de 600 personnes ont déjà été relogées dans des hébergements plus pérennes dans l'agglomération, notamment des internats ou des résidences étudiantes. De nombreux particuliers ont aussi proposé une chambre, un appartement ou une maison pour les déplacés. Et certains sont partis encore plus loin, à Agen, à 1h30 de route, ou encore à Toulouse, encore plus loin, où des centres d'accueil ont été ouverts. Ici, les gens donc s'apprêtent à tenir dans la durée et on pense aussi à l'après. Les avocats du barreau de Bordeaux ont par exemple mis en place une assistance juridique gratuite. On peut appeler pour demander des questions notamment d'assurance pour les nombreux sinistrés qui ne savent pas ce qu'il va advenir de leur maison. Au dernier décompte, plus de 240 habitations ont été détruites, un décompte qui pourrait être amené à évoluer. Et les habitants de l'île espagnole de Majorque sont descendus dans la rue avec des banderoles et des pancartes pour protester contre le surtourisme. France 24. Des pancartes brandies dans les rues de Palma à Majorque. Ils sont des milliers à défiler pour alerter sur les conséquences du tourisme de masse sur l'île espagnole et réclament une limitation du nombre de visiteurs. Ils ont accaparé les plages et les villes et maintenant ils s'approprient la campagne. Cela n'est pas tenable. Il faut fixer des limites. Cette île des Baléares compte un peu moins d'1 million d'habitants, mais accueille chaque année plus de 18 millions de touristes. Résultat, le prix de l'immobilier explose. Les manifestants exposent leurs difficultés à trouver un logement et dénoncent l'augmentation de la pollution causée par le tourisme. Nous les habitants devons également pouvoir vivre sur notre propre terre. À cet égard, la circulation, le changement climatique, les émissions et le gaspillage des ressources constituent des raisons plus que suffisantes pour descendre dans la rue pour dire « trop, c'est trop ». Nous avons besoin de décroissance dans les îles. Les ressources sont limitées. Elles sont tout ce que nous avons. Et l'eau, comme la terre, doivent être protégées, avant tout pour défendre notre culture, notre langue et notre territoire. Cette manifestation n'est pas la première du genre en Espagne. En mai 2025, les manifestants étaient nombreux dans cette ville des îles Canaries. Ici, à Barcelone, ils tiraient la sonnette d'alarme face à la saturation du centre-ville. Certaines mesures ont été prises dans la capitale catalane, comme l'augmentation de la taxe de séjour. Mais le tourisme ne semble pour l'instant pas reculer dans le pays. L'Espagne accueillait 97 millions de touristes étrangers en 2025, soit 3% de plus qu'en 2024. Il y a 3 ans, un coup d'État mettait fin à la présidence de Mohamed Bazoum. Depuis, les avocats du président déchu continuent de réclamer sa libération. Le bilan de la junte militaire est mitigé sur le plan sécuritaire. France 24. 2 jours après le coup d'État, le général Tiani, nouvel homme fort du Niger, prend la parole à la télévision nationale. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, d'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale.
Dans les mois qui suivent, le régime rompt avec la France et les États-Unis pour se tourner vers la Russie. Mais la situation sécuritaire reste précaire. La région de Tillabéri, dans l'ouest, subit des attaques djihadistes régulières. L'aéroport de la capitale Niamey a quant à lui été ciblé en janvier par le groupe État islamique au Sahel et en juin par le JNIM, lié à Al-Qaïda. Depuis 3 ans, la junte militaire a mis au pas la société nigérienne. Human Rights Watch pointe la dissolution des partis politiques et des syndicats indépendants, ainsi que la détention de journalistes. L'Assemblée nationale, dissoute peu après le putsch, a été remplacée en juin 2025 par un conseil consultatif de la refondation, une instance composée de membres non élus et sous étroite surveillance du pouvoir. Je vous demande d'inscrire résolument vos actions en droite ligne des seuls intérêts supérieurs de notre pays. Parmi les victimes de la répression, le président renversé Mohamed Bazoum. Depuis le coup d'État, l'ancien dirigeant est détenu avec son épouse dans une aile du palais présidentiel. Ses avocats dénoncent un enfermement sans fondement juridique et réclament sa libération immédiate. Isolé après le putsch, le Niger a su faire son retour sur la scène régionale. En février 2024, la CEDEAO a levé la plupart des sanctions qui pesaient sur le pays. Portée notamment par le secteur pétrolier, l'économie nigérienne bénéficie d'un taux de croissance solide, environ 7% en 2025. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Bonne soirée sur Viva.